Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans ce Saloon consacré à The Irishman, le 25e long métrage de Martin Scorsese, un projet de longue date annoncé il y a presque 10 ans. Nous avons entendu fébrilement des informations sur le projet, d'autant que beaucoup d'attentes s'étaient développées durant cette décennie. Sur le papier, le long métrage avait tout pour plaire. Robert De Niro, Harvey Keitel, Joe Pesci et surtout la première apparition d'Al Pacino dans le cinéma du New-Yorkais qui pour l'occasion retrouve le monde qu'il adore de la mafia. C'est finalement Netflix qui reprend le projet et qui le sort le 27 novembre 2019 sur sa plateforme, un sacré morceau de 3h28. Pour en parler, j'ai autour de moi celui qu'on verrait bien en chef de famille, mais plus à prendre des boulettes de viande que des boulettes de cocaïne, Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Bonjour, j'adore la bolognaise. Et il y a également celui qui pourrait tout à fait être homme de main dans les rues, mais qu'on verrait plus avec une casquette à l'envers qu'avec une matraque, Alexandre Caporal. Ah bah d'accord, oui, alors oui, casquette à l'envers, je prends, très bien. Salut Robin. Voilà, si vous êtes prêts, on prend son air le plus grave, on sort les gants en cuir et on y va. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Il n'est pas aisé de raconter The Irishman qui mêle de nombreux personnages sur près de 3 décennies. Un film inspiré de faits réels et qui suit l'histoire de Frank Sheeran, Robert De Niro, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui devient finalement escroc et tueur à gages. Le film couvre donc plusieurs décennies et relate un des mystères marquants de l'histoire des États-Unis, la disparition du célèbre dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Liaison, trahison, amitié, coup dans le dos, beaucoup d'événements vont se succéder durant ces près de 210 minutes. Ça fait donc un sacré morceau. Thibaut, est-ce que finalement 3h28, on tient le coup? Est-ce qu'il y a suffisamment à raconter? Bah oui, très clairement, parce que, comme tu l'as dit, la disparition de Jimmy Hoffa, c'est vraiment un des grands mystères de l'histoire américaine du XXe siècle. Donc, pour rappel, en fait, Jimmy Hoffa était devenu président à la fin des années 50 des Teamsters, donc les syndicats des conducteurs routiers américains. Il se trouve que cette association, et par le fait de Jimmy Hoffa, en fait, blanchissait l'argent de la mafia. Et donc, c'est pour ça que ça commence déjà pas mal. Et du coup, Jimmy Hoffa était devenu une figure assez importante du milieu. Et finalement, il a fini par disparaître de manière complètement inexpliquée. 10 ans plus tard, il a été déclaré officiellement mort, mais on n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. Évidemment que la suspicion principale, c'est qu'il aurait été assassiné par la mafia, puisqu'il devenait un petit peu gênant au fil des années. Et du coup, ça fait qu'on a quand même pas mal de choses à raconter parce qu'en plus de ça, Martin Scorsese va mêler toute cette histoire au grand fait de l'histoire américaine, l'élection de Kennedy et son assassinat. Et donc, il dresse tout un pan, tu l'as dit, il raconte plusieurs décennies quand même, donc il dresse toute une histoire, toute une période de l'histoire américaine. Le Watergate aussi. Le Watergate aussi. Il y a beaucoup de choses à raconter et du coup, oui, pour moi, les 3h30 quasi ne sont pas du tout entre eux parce que c'est un film tellement dense, un récit tellement dense que voilà, au moins il lui donne l'ampleur qu'il mérite, je trouve. Ouais, c'est vrai, je le disais en introduction, des acteurs dans tous les sens, dont certains qui ont souvent collaboré avec Martin Scorsese, qui se fait plaisir, faut le dire. Il ramène ses potes, on parle de mafia, 3h30, pas de limite, Netflix lui ont donné vraisemblablement carte blanche pour son film. Il se fait plaisir, Alexandre, et ça se voit. Oui, alors ça se voit, et puis c'est vrai que c'est pas pour rien finalement qu'il reprend ces acteurs-là. C'est pas gratuit, c'est pas bon, allez les gars, on reprend les mêmes, on remet le couvert et puis on nous refait les affranchis bis. Non, c'est-à-dire que même si Scorsese, les films de mafieux, on sait, ça le connaît, il y a eu Mean Streets d'abord, puis ensuite Les Affranchis, puis Casino, puis Les Infiltrés. Là, ce qui tente en fait avec The Irishman, c'est une grande fresque mafieuse qui ferait une sorte de bilan sur la carrière de Scorsese un petit peu, et puis finalement sur le temps qui passe. Puisque de raconter cette histoire sur autant de décennies, Scorsese se pose beaucoup plus que dans ses autres films. C'est là où il y a une forme un peu de bilan, puisqu'il y a un film intimiste en fait qui est en train de se dresser devant nos yeux. On n'est plus dans la flamboyance et l'exubérance des Affranchis ou de Casino par exemple. Là, on est dans un film vraiment qui va se centrer sur ces personnages, sur leur visage. Il y a ce défi technique aussi,
aussi, dont on a beaucoup parlé, dont la toile a énormément parlé. Oui, parce que Coco, il garde les mêmes acteurs sur toutes ces décennies, donc forcément, on va avoir un Robert De Niro jeune suivi d'un... très jeune, suivi d'un Robert De Niro beaucoup plus âgé. Donc il y a aussi un défi technique de rajeunissement et de vieillissement de ces acteurs. Voilà, et rajeunissement numérique aussi. C'était tout le défi technique, et c'est ce qui fait que le film a coûté très cher. C'est le film le plus cher de Scorsese, 160 millions de dollars à produire. C'est pour ça que les studios ne voulaient pas le produire au début, que le film a mis très très longtemps avant d'être finalement acheté par Netflix, qui s'est dit, ah bah super, un Scorsese sur la plateforme Netflix, on y va, carte blanche. Et pratiquement une année de post-production, je crois. Le tournage s'étant fini fin 2018. Ouais. Voilà, on est... Alors, début 2018, pardon. Puisqu'on aborde ce sujet-là, on peut quand même le dire que même si le défi technique est quand même réussi sur la plupart du film, notamment sur le rajeunissement et le vieillissement, je trouve, de Joe Pesci ou d'Al Pacino, sur Robert De Niro, c'est vrai que ça coince un petit peu plus, c'est-à-dire que dès le départ, on a les yeux qui piquent un peu à voir un Robert De Niro rajeuni, qu'en plus on a connu jeune en fait dans tous les films de Scorsese notamment, et de là voir que justement ça ressemble absolument pas à Robert De Niro jeune. Il y a quelque chose justement pour le spectateur qui est assez troublant, et puis qui au début fait que l'œil a un peu du mal à s'adapter à ça. C'est vrai qu'en plus De Niro c'est celui des trois qu'on voit le plus longtemps, qu'on suit tout au long de sa vie, donc c'est celui qui est le plus exposé à la critique, à la détection des imperfections, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que je trouve que le vieillissement est généralement sur les trois plus réussi que le rajeunissement, parce que le vieillissement, visiblement, je crois qu'ils ont plutôt plus facile à faire. Je crois qu'ils ont plutôt eu recours à des techniques traditionnelles, du maquillage en dur, des prothèses, et le rajeunissement fatalement, ça a plus été du polissage numérique, quoi. Et c'est vrai qu'il y a quelques plans sur lesquels ça déconne un peu, parce que encore une fois, ça reste une technologie perfectible, mais globalement, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien, et ça participe vraiment à cette impression qu'on traverse tout un pan de l'histoire des États-Unis. Et c'est vrai que du coup, je parlais de films un peu bilan et de temps qui passe, parce que finalement, c'est adapté de ce bouquin qui raconte en fait les mémoires, où Frank Sheeran raconte ses mémoires. Et puis le film s'ouvre aussi là-dessus, où on voit Frank Sheeran, donc Robert De Niro, qui est dans une chaise roulante, dans une maison de retraite, et qui nous prend par la main en nous disant, voilà, je vais vous raconter ma vie, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé jusqu'au moment où on est aujourd'hui. Et là-dessus, c'est très très beau, parce que vraiment Scorsese travaille tout son film dans l'épure et dans l'intime, et je trouve qu'il arrive à capter dans ses personnages et dans ses acteurs aussi, qui sont des acteurs emblématiques de son cinéma, arrive vraiment à capter quelque chose d'assez émouvant sur ces décennies petit à petit qui défilent, le temps qui passe. Et puis la solitude aussi de ces personnages mafieux qui, après toutes leurs arnaques et puis toute leur jeunesse, vont se retrouver petit à petit à se rendre compte qu'ils ont fait pas mal de conneries, quoi. Et notamment dans leur propre vie, et puis aussi au niveau de la société américaine. Et c'est là que je trouve le film assez fort. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a une assez longue mise en place quand même, pendant laquelle Frank Sheeran va justement pénétrer le milieu. Un début qui fait penser fatalement à ce qu'on a pu voir dans Les Affranchis ou dans Casino. Toutes ces histoires que Scorsese a pu raconter d'un individu qui pénètre le milieu de la mafia et qui gravit petit à petit les échelons. Et là, il prend le temps vraiment de poser ça, de montrer les petits jobs de Sheeran au départ, les petits assassinats, et comment il va peu à peu devenir une figure importante du milieu. Mais ça, c'est vraiment que la mise en place qui prend son temps, évidemment. Je pense qu'on a une bonne heure. Moi, je trouve que ça participe à vraiment élargir les enjeux du film, à nous préparer aussi à la suite. Au moins, tout est posé. C'est-à-dire que là, effectivement, on prend peut-être un petit peu de temps, mais au moins tout est posé, on connaît les enjeux, on connaît les figures importantes du milieu, et surtout, ça nous consolide dans l'idée que finalement, tous ces individus qui évoluent dans ce milieu sont en sursis. À la moindre occasion, ils peuvent se faire descendre. Et donc, fatalement, ça nous prépare à ce que va raconter la suite, parce que finalement, le vrai sujet du film, c'est Jimmy Hoffa.
et c'est la relation que Frank Sheeran entretenait avec lui, qui était une vraie relation d'amitié. Et là, comme tu le disais, on a vraiment quelque chose d'assez intime et qui tranche de ce qu'on a pu voir pour le coup dans Les Affranchis ou autres, parce qu'on a vraiment la relation de ces deux personnages qui va être l'enjeu émotionnel du métrage et que les faits historiques et tout ce qu'on a évoqué avant vont englober. Mais c'est vraiment ça qui va conduire le film. Moi, c'est justement la réserve majeure en fait que j'ai sur ce film, c'est toute la mise en place, parce que pour moi, ce que raconte Thibaut sur vraiment l'immersion dans le milieu de la mafia, etc., qu'on nous présente, même si effectivement il faut nous présenter les affaires et les meurtres successifs pour qu'on se sente inquiété en fait pour les personnages. Mais mine de rien, on parle quand même d'un gros morceau de 3h30 et qui va quand même prendre plus d'une heure et demie avant d'arriver réellement au cœur de son sujet, donc à présenter Jimmy Hoffa, Al Pacino, et puis à nous présenter la relation progressive avec Frank Sheeran. Et donc avant d'arriver à ça, pour moi, il y a un peu de gras, il y a vraiment beaucoup de mise en place, et Scorsese finalement là se répète un peu, quoi. On a l'impression d'avoir déjà vu ça dans tous ses autres films de mafieux avant qu'il se saisisse de son sujet et qu'il arrive à nous proposer autre chose et quelque chose d'intime dont on parle. Et pour moi, c'est un petit problème. Voilà, quand on fait un film aussi ambitieux, aussi long, ça prend du temps avant vraiment qu'il nous prenne au trip. Moi, ça me surprend pas que tu aies une exposition d'1h30 sur un film de 3h30. Ça semble assez logique quand tu as 45 minutes d'exposition sur un film de 2 heures. Le ratio est pas tout à fait le même, mais à peu près. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, ça m'a pas du tout dérangé. Mm-hmm. Bien au contraire, parce que justement, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de personnages. Trop, justement. On en reviendra, on en reparlera probablement dans quelques instants, mais quand tu peux te permettre d'avoir Harvey Keitel qui joue un troisième couteau, un troisième rôle, parce qu'il est là. Il est assez peu présent. Il est très peu présent, tu te dis quand même, ok, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'acteurs, etc. Et je pense que pour avoir toutes les clés de lecture qu'il te faut ensuite pour comprendre Jimmy Hoffa, comment il marche, comment Frank Sheeran marche, comment il va réagir, comment pourrait évoluer éventuellement leur relation, je trouve que c'est nécessaire de le poser. Moi, je trouve que c'est un petit peu boulimique sur le nombre de personnages et de sous-intrigues, justement, avant qu'on se centre un petit peu sur une intrigue principale, comme je l'ai dit, quoi. Non, moi, ce que je trouve aussi intéressant et ce qui change, tu parlais de redite un petit peu par rapport aux autres films de mafia de Scorsese, la petite subtilité, et ce que je trouve intéressant là-dedans, dans l'écriture, c'est qu'on a un récit qui n'est pas non plus complètement linéaire. On va passer assez régulièrement quand même d'une époque à l'autre, et en fait, on a au début un récit cadre qui est un road trip, où De Niro voyage avec Joe Pesci. On va apprendre plus tard que ce road trip a une importance capitale, la destination de ce road trip. Et en fait, ça, au début, très bien fait, on les suit juste voyager avec leur femme à bord d'une voiture, s'arrêter toutes les 10 minutes pour faire des pauses clopes parce que leurs femmes veulent cloper. Et donc, on a quelque chose d'assez inattendu. Et les mafieux vieillissants aussi. C'est ça, ils sont un peu sur la fin. Et c'est ça vraiment le fil rouge. On va constamment faire des allers-retours entre ce voyage et le passé, parfois le futur, parce qu'on ouvre en fait sur De Niro dans une maison de retraite. Et c'est ça que je trouve que ça ajoute quand même de la nouveauté. C'est moins un truc linéaire, un schéma d'ascension et de chute au sein de la mafia, et ça apporte vraiment de la nouveauté. Et puis il y a aussi tout ce casting qui est mis en valeur par Martin Scorsese. On sent qu'il a l'habitude de bien mettre en valeur Robert De Niro, Joe Pesci, des gens avec qui il a énormément travaillé. Première fois du coup pour Al Pacino. Là aussi, en termes de mise en scène, il y a vraiment quelque chose qui marche très bien. Ah ouais, non, complètement. Comme on l'a dit, c'est-à-dire que c'est d'une efficacité absolue en termes d'écriture et de mise en scène. Et il y a justement ce côté où il va se permettre un peu plus quelque chose d'assez classique, avec finalement des discussions en chant contre chant, mais qui sont vraiment pas dénuées d'importance et d'intérêt. Parce que là-dessus, je parlais justement des visages et des acteurs qu'il met en avant. C'est vraiment ça. C'est un film qui va mettre en avant ces acteurs et qui va les montrer tels qu'ils sont aujourd'hui et essayer de les montrer sur tout ce temps-là. Et moi, je trouve fabuleux qu'il arrive à filmer à nouveau De Niro comme ça. Leur dernière
collaboration, elle remonte quand même à Casino. Donc 95 Casino, donc ça fait hyper longtemps. Depuis De Niro a vieilli. Oui, depuis De Niro a sacrément vieilli. Et donc là, de le retrouver comme ça, de faire une première avec Al Pacino et de faire à nouveau cette rencontre des titans entre Al Pacino et Robert De Niro, c'est incroyable. D'avoir ce petit clin d'œil avec Harvey Keitel aussi. Et puis Joe Pesci quand même, que Scorsese a vraiment ramené parmi le monde des morts, si j'ai envie de dire. Et il a dû insister apparemment. Oui, il a dû insister. Il avait pris sa retraite depuis quelques années et apparemment Scorsese a vraiment dû le harceler pour qu'il finisse finalement par céder « Ok, je vais le faire ton film ». Et du coup, on est content qu'il ait accepté. Ah bah exactement. Et puis ils sont tous incroyables. Inutile de le préciser plus que ça, mais vraiment ils sont absolument fabuleux. Et De Niro est tellement touchant parce que son personnage, qui est vraiment le personnage qu'on suit et auquel on va s'attacher, est présenté par moments, bien entendu, comme un salaud, comme un arnaqueur, comme un sale mafieux, mais il y a aussi tout ce côté de l'Irlandais qui intègre une mafia italienne. Ça, c'est très important aussi dans le sujet. Et il y a cette fidélité aussi du personnage, à la fois à la mafia et à la fois au personnage de Jimmy Hoffa. Et ce qui va finalement créer cette contradiction de ce personnage-là, qui va osciller entre deux camps, qui vont avoir certains différends. Et ça, c'est très beau. Et à la fin, il y a toute une partie, sur la dernière demi-heure, où vraiment on va se rendre, où De Niro va confesser en fait, Frank Sheeran donc, les erreurs du passé et tout ce qu'il a manqué dans sa vie, et notamment la surprotection qu'il voulait sur ses filles, parce qu'il a eu 4 filles, il me semble, quelque chose comme ça. Je crois. Et on va suivre aussi par petites touches la relation avec sa fille et l'évolution avec une fille en particulier. Il y a sa vie de famille aussi qu'on voit en parallèle de sa vie avec son autre famille, avec la famille, avec un grand L majuscule. Et c'est ça aussi qui renforce, qui travaille les personnages et qui renforce les enjeux émotionnels, puisque sa famille aussi aura une relation avec Jimmy Hoffa, et ça rendra la résolution d'autant plus déchirante. Oui, parce que ce qu'il faut donc que préciser, c'est qu'effectivement Jimmy Hoffa au début est quand même relativement lié à toute cette famille italienne dont donc Frank Sheeran auquel Frank Sheeran appartient. Mais petit à petit, suite à quelques histoires, quelques coups un peu bizarres, Jimmy Hoffa va se faire écarter du syndicat, mais lui, il va pas lâcher l'affaire, il va vouloir y retourner. Et puis c'est là notamment où les vraies dissensions en fait, entre Jimmy Hoffa et la famille vont s'imposer, et donc vont obliger Frank Sheeran à prendre une décision. Et c'est là où je disais que, avec certes peut-être 2h20 de background avant, mais au moins là, disons, tu as toutes les clés en main pour... comprendre les enjeux, comprendre les décisions aussi qui sont faites, parce que ça n'épargne rien. On est dans la mafia ces années-là qui n'a aucun problème à descendre un type frontalement en pleine rue avec une balle dans la tête, que ce soit un président des États-Unis ou un lambda. C'est ça, le truc intéressant, c'est que je trouve que Scorsese, il va franco, enfin, il est très cash dans sa manière de raconter justement les faits historiques. Il y a justement sur les grands mystères, que ce soit la clé de la mort de Jimmy Hoffa qui a fait le coup, ou justement les autres événements comme Kennedy, où là il va nous balancer texto, oui, Kennedy a été élu grâce à la mafia, il a été assassiné probablement à cause de la mafia. On va évoquer aussi l'événement de l'incident de la baie des cochons par exemple, et où là il y va pas avec les pincettes en étant là, bon, on sait pas trop ce qui s'est passé, donc on va suggérer les choses, c'est non, baf, voilà ma théorie, je présente les choses comme ça. La mafia a participé à tous ces événements américains. Et du coup, je trouve que le récit a d'autant plus de force comme ça, parce que oui, alors peut-être que c'est pas la vérité historique, mais il y a tels éléments-là qui nous indiquent que c'est probablement ça, donc paf, on y va. Et c'est un film finalement qui mêle très bien l'intimiste de la plus grande envergure, parce qu'effectivement c'est filmé de manière très intimiste et on va suivre les personnages principaux de manière très intimiste. Par contre, ça va être englobé totalement dans l'histoire. Ah ouais. Avec sa version des faits quand il nous la raconte, mais vraiment avec l'histoire. Et ça va même au-delà de les films précédemment que tu citais, par exemple, je sais pas, Casino ou Les Affranchis, qui sont aussi adaptés de faits réels, mais qui finalement n'avaient pas cette ampleur-là. Non. C'est-à-dire que là, tu poses ça quand même avec Kennedy, avec la baie des cochons, avec tout ça. Donc là aussi, Scorsese nous montre que oui, il y avait des grands mafieux qui ont pu faire des choses importantes.
Ouais. Non, vas-y Thibaut. Oui, non, ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, ça a été écrit par Steven Zalian, qui était aussi le scénariste de Gangs of New York. Oui, tout à fait. Et finalement, c'est un film qui me fait un peu penser à Gangs of New York. Là, je vais y arriver. Ouais, Gangs of À New York, Gangs of New York, les gangs de New York, parce qu'on a là aussi une histoire assez intimiste. Dans Gangs of New York, c'était une histoire de vengeance. Enfin, on avait vraiment un nombre réduit de personnages, mais qui racontait en arrière-fond l'histoire des États-Unis, parce que là, c'était la guerre des gangs et la construction de New York, le passé de New York. Et là, on a pareil, une histoire assez intimiste, mais qui englobe, qui s'insère au milieu de l'histoire avec un grand H, quoi. Et c'est là où je trouve vraiment que Scorsese est très fort, puisque on pouvait se dire, vu la présentation du projet, bon, alors qu'est-ce que Scorsese a encore à nous raconter sur la mafia après toutes ces années, après tous ces films? Et c'est pour ça que moi j'ai été un petit peu frustré au tout début, parce que, comme je dis, il se répète un petit peu, et c'est là où j'étais un peu déçu au début, et finalement, quand il s'empare, comme on a dit, de l'histoire avec un grand H ou de ses personnages, bah, il arrive encore à faire évoluer son film de mafieux vers autre chose. Et à son âge, d'arriver encore à proposer ce genre de choses avec finalement les thématiques et le cadre qui vraiment a habité toute sa filmographie, d'arriver là, de se poser comme ça et dire ok, moi je vais faire vraiment une grande fresque mafieuse de 3h30 et puis je vais me réapproprier tout ce que je connais, tout ce qui a habité ma filmographie et mon écriture, pour aller encore vers d'autres choses, et notamment une émotion qu'on a assez rarement ressentie chez lui. Ouais, mais justement, je trouve intéressant de raconter finalement la figure de Jimmy Hoffa de cette façon, c'est-à-dire à travers les yeux d'un autre personnage, parce que, enfin voilà, aujourd'hui c'est un peu quand même une figure mythique, ce Jimmy Hoffa, en grande partie à cause de sa disparition. Qui était président du syndicat des routiers américains. Voilà. Enfin, moi, franchement, je pensais pas que le président d'un syndicat des routiers pouvait être mais aussi important et influent aux États-Unis à cette époque-là. Et là, je trouve le film. Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, je fais un petit détour, mais c'est quelque chose qu'il évoquait déjà au passage dans Casino, puisque on mentionnait quand même le fait qu'on mentionnait justement ces Teamsters, donc ce syndicat des conducteurs routiers qui blanchissait l'argent de la mafia ici à Vegas pour Casino. Et là, pour le coup, il travaille vraiment cette histoire. Mais je disais, je trouve que c'est vraiment, je pense, une bonne optique de traiter les choses de cette manière. C'est intéressant, il y avait déjà eu un film sur Jimmy Hoffa qui s'appelait tout simplement Hoffa, qui avait été réalisé par Danny DeVito, et où là, Jimmy Hoffa était interprété par Jack Nicholson, et là aussi, il utilisait un personnage tierce comme référent du spectateur qui entretenait une relation proche avec Jimmy Hoffa, et c'est comme ça que voilà, il nous présentait le personnage, et il y avait aussi un cœur émotionnel, mais qui est encore plus fort, je trouve, dans The Irishman. Et puis, on l'a dit, enfin, pour certains, il y a un tout petit peu de gras, pour d'autres, il y en a moins, mais vraiment, de tenir... Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un film de 3h30. Alors, certes, qui est disponible probablement pour vous qui nous écoutez plutôt sur la plateforme de Netflix. Il est, suivant la période où vous écoutez l'épisode, potentiellement encore au cinéma du côté de Genève, notamment au Cinérama, et à Lausanne au Bellevaux. Ils sont encore projetés pour combien de temps, on ne sait pas. Mais vraisemblablement, vous allez le voir sur Netflix. Franchement, 3h30, il n'y a pas trop de problème. En tout cas, moi, je ne me suis pas ennuyé. Je n'ai pas vu le temps passer. Alors nous, on peut préciser qu'on l'a vu en salle, oui. Pour le coup, de notre côté. Alors ça fait un peu mal aux fesses à la fin, mais franchement, ça va. Pas tant que ça, écoute, les sièges étaient plutôt confortables. Oui, c'est vrai. On était très bien assis. On était bien assis. Non, mais tout ça pour dire que si vous avez l'occasion, vraiment, n'hésitez pas. C'est vrai qu'un film Netflix sur sa petite télé de 3h30, bon, enfin, ça peut très bien passer, mais ça vaut vraiment la peine. C'est un film de cinéma, quoi. C'est un film de cinéma, ouais, et c'est vraiment exceptionnel qu'il puisse passer en salle. Donc, si vous avez l'occasion, vraiment profitez de vous le prendre en pleine face sur grand écran, parce que c'est du Scorsese, et que voilà, Scorsese sur un petit écran, c'est quand même un petit peu dommage. Et là-dessus, c'est vrai que pour faire le parallèle avec sa diffusion sur Netflix, finalement, ce film-là de 3h30 aurait pu, j'ai pas envie de dire qu'il peut se regarder en plusieurs fois, mais il aurait pu finalement faire l'objet d'une mini-série, en fait. C'est-à-dire que dans la manière dont, justement, il nous raconte
raconte tout ça avec tellement de sous-intrigues, tellement de contexte, etc. Il y a tellement de péripéties. Finalement, on se dit, ça aurait pu être, je sais pas moi, mais 5 ou 6 épisodes d'une demi-heure, et puis suivre aussi par chronique, en fait, la vie de ce Frank Sheeran, décennie par décennie. Donc, il y aurait peut-être pu avoir aussi ce format, comme justement Tarantino l'avait dit aussi pour son film dernièrement, Once Upon a Time in Hollywood, qui aurait lui aussi pu faire l'objet, et peut-être qu'on l'aurait préféré aussi comme ça, parce qu'il aurait peut-être pu être un peu plus allongé et puis avoir peut-être plus de développement des personnages, et se présenter sous ce format-là. Moi, oui, alors ça aurait peut-être pu être intéressant de l'avoir sous cette forme, mais je crois aussi que ces grandes fresques historiques de plus de 2h30, enfin là pour le coup largement plus de 2h30, mais moi j'aime vraiment me les choper d'un coup, où vraiment on est immergé dans une époque, on traverse les décennies et d'un bloc, quoi. Ouais. Je pense que ça aurait quand même perdu un poil de son impact si ça avait été divisé justement en plusieurs épisodes. Voilà, en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire voir Irishman, soit chez vous, soit en salle si il est encore présent, parce que, en tout cas, c'est un grand film de mafieux et un grand film de Martin Scorsese qui, décidément, est boulimique. On n'a pas fini, puisqu'il a profité de la post-production, vous aurez donc compris, assez longue de Irishman, avec toutes les transformations physiques, pour avoir un prochain projet, Killers of the Flower Moon, qui devrait sortir normalement l'an prochain et qui devrait réunir ces deux acteurs fétiches que sont Robert De Niro et Leonardo DiCaprio pour la première fois. Voilà, pour l'instant, on n'en sait vraiment on n'en sait plus quasiment rien, mais on espère que ça se fera et on espère qu'on pourra vous en parler l'année prochaine dans le Saloon. D'ici là, vous avez largement le temps de voir 3h30 de Irishman. Merci Alexandre Caporal d'être passé nous voir pour en parler. Merci Robin, et puis je crois qu'on se retrouve très vite pour parler un peu plus longuement de Scorsese. Voilà. Mais il paraît. Voilà, peut-être qu'on fera teasing. Oh là là. On fera peut-être presque aussi long que le film Irishman. On verra. Deal. Merci à toi Thibaut. Merci à toi. On va donc te laisser à ta bolognaise que tu sais si bien faire. Je vous rappelle que donc tous les épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes de podcast. Si vous avez déjà eu l'occasion, pourquoi pas, de découvrir le film en salle, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on vous retrouve très vite pour un prochain épisode du Saloon. Ciao ciao.